Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le JT sur Clermont Première. Au sommaire de votre actualité locale, le froid et ses conséquences. On ira d'abord voir dans le Puy-de-Dôme comment se débrouillent les gens qui travaillent en extérieur en ce moment. Autre problème causé par le froid, l'hébergement d'urgence. On en parlera notamment avec notre invitée, la secrétaire d'État aux Solidarités, Marianne Monchamp. Elle est de passage en Auvergne pour 2 jours. Et puis, autre actualité du jour, ce drôle de jumelage célébré par l'équipe de Groland de Canal+, un jumelage avec le festival du court-métrage. L'Auvergne a froid. Pour l'anecdote, aujourd'hui, il faisait plus chaud en Islande qu'à Clermont-Ferrand. Ces conditions météo glaciales posent un certain nombre de problèmes, notamment pour tous les gens qui travaillent en extérieur, comme les ouvriers du bâtiment ou encore les vendeurs sur les marchés. Chacun sa technique, du coup, pour tenter de se réchauffer. Voyez le reportage de Philippe Robert entre Sébaza et Chamalières. Ce matin à Sébaza, le thermomètre affiche moins 7 degrés. Ajoutez à cela le vent et la température ressentie descend sous les moins 10 degrés. Les maçons de ce chantier travaillent donc dans des conditions très difficiles. On est habillé avec un pull, un gilet, les galoches avec 2 paires de chaussettes. Mais c'est tout. Et pour ce maçon arrivé de Braga au Portugal il y a tout juste un mois, le climat est particulièrement rude. Les électriciens et les plaquistes, eux, ont beau travailler à l'intérieur, le froid reste mordant. Le froid, une fois qu'il est dans la maison, il y est. Il fait aussi froid que dehors. Et ben, on se bouge, et puis bon, on fait un feu, puis on se réchauffe un peu autour, et puis voilà. Et sur le marché de Chamalières, où les commerçants sont peu nombreux, Jean-Pierre, le producteur de légumes, a lui aussi amené de quoi se chauffer. Au départ, c'est pour les légumes, et puis après nous, bien sûr, on en profite. Parce qu'il vaut mieux quand même avoir des produits qui ne sont pas gelés, parce que compte tenu de la température, donc c'est bien un petit peu pour les deux, le chauffage, pour les légumes et pour le bonhomme. Et si les légumes résistent au froid, les clients, eux, restent stoïques. Ils se sont préparés à supporter ces températures hivernales. Un gros tricot en dessous et une petite chemise de laine et puis bon, mais ça va. Le tout c'est qu'on puisse marcher, quoi. Autrement, moi je peux pas rester à la maison, il faut que je sorte. Il faut bien un peu d'hiver. Puis quand on aime ces commerçants, on peut pas les laisser se cailler tout seuls. Des bouchers qui ont tout prévu pour ne pas avoir les doigts engourdis au moment de couper des morceaux pour préparer blanquettes, potées et autres plats de saison. Eux non plus ne redoutent pas ce temps plus que frisqué, qui a même un avantage inattendu. Les températures de frigo sont plus importantes que de l'air extérieur. Ça fait que l'automate ne demande absolument pas de froid. Des températures qui permettent d'exhiber des bonnets de toutes sortes. Ici, un bonnet péruvien, des toques russes ou capuches esquimaux, des éléments indispensables. J'ai vu une émission qu'il fallait surtout se mettre quelque chose sur la tête, que la chaleur sortait du corps par la tête. J'avais jamais entendu dire ça. Il ne va pas falloir se découvrir car les températures vont encore baisser pour atteindre localement les moins 15 degrés. Voilà les Auvergnats qui restent philosophes. Depuis hier soir, je vous le rappelle, le niveau 2 du dispositif d'urgence hivernale est activé sur le Puy-de-Dôme. Des places d'hébergement supplémentaires ont été mobilisées pour les sans-abri. Le numéro à contacter si vous croisez une personne en difficulté dans la rue, c'est le 115. Cette vague de froid, en tout cas, devrait durer, vous l'avez entendu, jusqu'en début de semaine prochaine au moins. Météo France maintient donc son bulletin de vigilance orange sur le Puy-de-Dôme. Écoutez les explications d'un prévisionniste interviewé aujourd'hui par Daniel Roche. C'est une situation où on a un anticyclone sur l'Europe du Nord, très puissant, extension de l'anticyclone sibérien, qui dirige sur nos régions un flux de masses d'air qui viennent de nord-nord-est. Et donc des températures extrêmement basses, de l'ordre de moins 10 degrés au lever du jour et qui restent largement négatives en cours de journée. L'intensité maximale est attendue pour demain et après-demain. Le maintien de ce froid intense, quand même, de l'ordre de 7 jours. Et ensuite, on peut penser, mais c'est une échéance assez lointaine, que les températures vont progressivement remonter. J'ajoute enfin qu'en raison du froid et du risque de verglas, des perturbations sont à prévoir dans les transports en commun clermontois demain matin. L'information est diffusée ce soir sur le site internet de la T2C. Place à notre invitée à présent, Marianne Monchamp, secrétaire d'État aux Solidarités et à la Cohésion sociale. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en Auvergne jusqu'à demain pour un déplacement sur le thème du handicap. Mais actualité oblige, on va rester un peu sur le froid et sur la problématique de l'hébergement d'urgence. C'est aussi quelque chose qui concerne directement votre ministère. Est-ce qu'aujourd'hui en France, on a suffisamment de places d'hébergement pour accueillir les personnes en difficulté, notamment en période de grand froid ?
116 000 places, 10 000 places qui ont été ajoutées pour faire face à cette vague de froid, encore un potentiel d'atteindre 19 000 places supplémentaires, une volonté également d'aménager, de rénover les hébergements traditionnels avec une dotation de 170 millions d'euros pour faire en sorte qu'il y ait aussi la qualité dans l'accueil et pas simplement la mise à l'abri. On peut dire que notre pays, confronté à des vagues de froid successives, et c'est celle qui nous arrive maintenant, c'est donner les moyens de proposer effectivement aux personnes les plus fragiles, à celles qui sont à la rue, de trouver des mises à l'abri. Ces périodes de froid remettent sur le tapis ce sujet des sans-abri, du mal logement. On a malgré tout l'impression que les gouvernements successifs de droite comme de gauche ont du mal à résoudre ce problème du logement. Mais vous savez, c'est un problème complexe. Je crois que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a véritablement fait que pendant ce quinquennat, le nombre de places, le nombre de solutions d'hébergement a cru dans des proportions considérables. 600 000 logements, c'est un effort sans précédent qui n'avait jamais été atteint par le passé. Pour autant, répondre à la question du logement, ça n'est pas uniquement et exclusivement l'offre de logement. C'est le prix du logement. Et tout récemment, dans une émission de télévisée qui a été très suivie par les Français, le président de la République s'en est expliqué, avec cette décision d'augmenter de 30% les capacités des coefficients d'occupation des sols afin de stimuler l'offre et de faire en sorte que les prix puissent baisser, mais c'est aussi des réponses qualitatives. Parce que vous voyez, parmi nos compatriotes, ceux qui sont à la rue aujourd'hui, il y a bien sûr la question de la mise à l'abri, mais il y a aussi très souvent la question de l'accès aux soins, la question de cette immense précarité dans laquelle ils vivent et à laquelle on ne peut pas uniquement répondre par une offre de logement. Il faut qu'il y ait l'offre de logement et ce qui va avec le logement, c'est-à-dire les moyens de remonter un petit peu la pente socialement. C'est pour ça que c'est un sujet d'ampleur auquel le gouvernement travaille quotidiennement. On en vient aux raisons de votre visite en Auvergne. Depuis aujourd'hui et jusqu'à demain, vous effectuez un déplacement sur le thème du handicap. Aujourd'hui, dans le Cantal, vous avez visité un certain nombre de structures. Vous en visiterez une autre demain matin du côté de Saint-Sandouf, dans le Puy-de-Dôme. Un mot sur le handicap et le travail, puisque c'est aussi de cela dont vous avez parlé aujourd'hui. Comment inciter aujourd'hui les entreprises françaises à embaucher davantage de personnes handicapées, sachant que si les chiffres sont exacts, le taux de chômage chez les handicapés est beaucoup plus important que la population normale, il est de 19% à peu près. Alors la loi du 11 février 2005 qui organise la politique du handicap dans notre pays a terriblement durci les règles à destination des entreprises qui se doivent d'atteindre un taux d'emploi de 6% et qui, quand elles n'y parviennent pas, doivent reverser une contribution à des fonds qui permettent notamment d'aménager les postes de travail. Donc la loi est très claire, les entreprises doivent employer des personnes handicapées. Ça marche pas si mal, parce que quand on regarde les entreprises qui ont fait le choix de n'embaucher aucune personne handicapée, qui n'emploient aucun travailleur handicapé, leur nombre a baissé de 93%. Donc on peut dire que les entreprises françaises l'ont compris. La question du chômage des personnes handicapées, c'est une question qui obéit à deux caractéristiques. La première, c'est souvent la sous-qualification des personnes handicapées. Beaucoup d'entre elles n'ont pas eu un parcours scolaire ordinaire, classique, n'ont pas un diplôme. Et quand on a évidemment un handicap, mais surtout un niveau de formation initiale faible, on sait bien qu'en France, c'est plus difficile d'accéder à l'emploi. D'où des politiques extrêmement volontaristes, notamment soutenues par ma collègue Nadine Morano, avec l'accès à l'apprentissage, qui permettent de trouver des solutions pour les personnes handicapées. Et puis, le volontarisme pour la scolarisation et l'acquisition d'un bon niveau de formation. J'ajoute que le secteur protégé, que j'ai visité aujourd'hui dans le Cantal et demain à Saint-Sandoux, offre des possibilités très intéressantes pour nos compatriotes handicapés qui ont besoin, comme tous les Français, de travailler. Marianne Manchant, merci d'avoir été notre invitée dans ce JT. Les employés de l'EHPAD d'Enza, toujours en grève, même s'ils sont réquisitionnés. Le mouvement dure depuis le 19 janvier. Dans cet établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes, les salariés protestent contre le manque de moyens et contre la vétusté des locaux. S'ajoute à cela une nouvelle revendication. Les salaires du mois de janvier n'ont toujours pas été versés. La direction assure que le problème sera réglé rapidement. On écoute les deux parties au micro de Philippe Robert. Début janvier, nous avons changé de statut. Nous ne sommes plus gérés par la communauté de communes, mais par un SIAS. Or, ce SIAS n'avait pas les fonds il n'avait pas de budget, en fait, début janvier. Ils auraient dû débloquer de l'argent et faire une ligne budgétaire. Ça n'a pas été fait. Et l'argent, donc, n'a pas pu être débloqué pour nos salaires à la fin du mois.
Le comptable public, le trésorier d'ENSA, a joué le jeu de son côté dès cet après-midi, j'ai envie de dire dès cette fin de matinée, puisque depuis midi, il a engagé le virement des salaires de janvier. Donc le problème va être résolu entre demain matin et lundi. Il est évident que le gestionnaire provisoire de l'établissement que je suis partage totalement l'inquiétude des personnels. Le refuge SOS Animaux lance un appel. Cette structure qui recueille des animaux domestiques au Broc, près d'Issoire, va devoir revoir son système d'assainissement pour éviter de causer des pollutions. Problème, la remise aux normes coûte trop cher pour le refuge. SOS Animaux lance donc un appel aux dons et au mécénat. Le reportage sur place au Broc d'Émilie Bouvet. Créée en 1993, l'association SOS Animaux compte aujourd'hui 4 employés, 20 bénévoles et près de 200 adhérents. Avec une capacité d'accueil de 50 chiens et une cinquantaine de chats, le refuge de 10 000 m² affiche complet. Victime de son succès, l'association a évolué petit à petit, don après don. Seulement des travaux d'assainissement coûteux s'imposent. Et bien, l'urgence, elle est que ça aurait dû déjà être fait et que ça n'a pas été fait. Donc, plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Et là, la date qu'on nous a donnée, c'est 2014. Il faut que ça soit fait avant 2014. Une priorité financière que l'association n'a pas les moyens d'assumer seule. Les sols étant imperméables et le terrain étant plat, l'eau stagne et pollue. Le plus gros du projet est de créer des caniveaux pour récupérer les eaux de lavage des box, c'est-à-dire un mélange de javel, produits nettoyants et d'éjection. L'unité de traitement, petite station d'épuration de 200 m², se composerait ainsi. Nous avons un dégrillage en premier, nous avons une déchloration, une fosse septique toute eau de 8000 litres et un filtre à sable drainé de 50 m². Et le tout grillagé pour éviter que les chiens aillent dessus. Voilà. Pour que les chiens et chats soient toujours accueillis au refuge, l'association lance un appel d'offres ainsi qu'une souscription et un appel au mécénat. Sans quoi, l'association et le refuge disparaîtraient en 2014, alors qu'ils gèrent la fourrière de 107 communes aux alentours. Comme chaque jour dans ce journal, direction à présent le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand où il s'est déroulé aujourd'hui un événement peu banal. Toute l'équipe de Groland de Canal+ est descendue à Clermont et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Grolandais se sont fait remarquer entre la Maison de la Culture et la place de Jaude. Cécile Finot et Christophe Grenier ont assisté à cet événement pour le moins loufoque. Regardez. Un comité d'accueil insectivore à la Maison de la Culture pour le président de Groland et Jules-Édouard Moustique qui décide de fêter l'arrivée en pays clermontois avec rien de moins qu'un corps de chasse. Le jumelage officiel entre le pays imaginaire le plus improbable et Clermont-Ferrand se fera au pied de la statue de Zé, place de Jaude, et ce n'est pas par hasard. Il y a un angle de la statue légèrement de 3/4, voilà, Qui est particulièrement intéressant. qui est particulièrement drôlatique pour des Grolandais. C'est assez crétin, hein, vous allez voir. C'est basique, mais bon, ça nous fait toujours rire. Le jumelage est certes très officiel, mais il faut quand même respecter l'esprit des invités, 12e degré au moins, et goût de l'extrême pour le grand reportage, dans des conditions pour le moins polaires. Moi, ça me fait tellement bizarre de retrouver la réalité à plus 10 degrés, moins 10 degrés, parce que j'ai toujours l'habitude de faire des faux reportages à moins de 100 mètres du bureau à Paris. Donc quand je vais en URSS, c'est vraiment, il fait chaud, quoi. Quand je vais, je sais pas, là j'étais en Guyane, il faisait une température modérée, quoi. Et là, effectivement, la réalité, mais je sais pas, on m'avait pas dit que c'était aussi dur quand même. C'est compliqué quand même à gérer. Hein. Clermontoise, Clermontois, Grolandaise, Grolandais, mes petits choux farcis chéris. Célébrons donc ces anniversaires en ces terres volcaniques, en ces terres de charbon, de particules, même si elles ont été achetées, comme celle de Giscard d'Estaing, par exemple. Quand je pense à Groland, merci. Et c'est la fin de ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo sibériennes. Je vous retrouve demain pour vos 2 rendez-vous d'infos à 12h30 et 18h30. Très belle soirée à tous.
Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.